Parfois je me tiens sur le rivage, où les peines déversent leur émanation, les eaux agitées soupirent et crient, murmurant des secrets qu'elles n'osent prononcer. Venant des vallées sans nom, loin dans les profondeurs, de collines et de plaines d'aucun homme ne saurait connaître, la houle mystérieuse et les vagues maussades suggèrent, tels des thaumaturges exécrés, un millier d'horreurs, grandes en épouvante, contemplées par des airs depuis longtemps oubliés. Ô vent chargé de sel qui parcourait tristement les régions abyssales et nues, ô lames courroucées et blafardes qui rappelaient le chaos que la terre a laissé derrière elle, je ne vous demande qu'une seule chose, laissez à jamais inconnu votre antique savoir. Howard Phillips Lovecraft, dans Fungi de Yugoth et autres poèmes fantastiques. Premier chapitre, un phare dans la nuit. La première chose qu'il ressentit en sortant de sa léthargie fut de la souffrance. Il ne perçut qu'ensuite le mugissement des vagues, d'abord lointain, puis de plus en plus précisément à mesure qu'il reprenait conscience. Il sentit alors la pluie sur son visage. Au prix d'un douloureux effort, le chevalier tenta d'ouvrir les yeux, d'abord l'un, ensuite l'autre, péniblement, les entr'ouvrant à peine pour empêcher les gouttes de venir brouiller son champ de vision, puis tout grand, en réalisant qu'il ne se trouvait plus dans son abri de fortune. Allongé à plat ventre sur des rochers trempés et aiguisés, il n'y avait plus trace ni du naufrageur ni de l'équipage. Il était seul. Une violente quinte de toux le secoua, et un filet d'eau salée mêlée de bile s'échappa de ses lèvres gercées. La puanteur des algues lui retournait l'estomac. Malgré l'étau de douleur qui comprimait sa gorge et sa cage thoracique, il laissa échapper un éclat de rire qui se perdit dans la bruine environnante. L'ironie de la situation venait de le frapper de plein fouet. Ni la source ni le passeur n'avaient voulu de sa misérable carcasse. Le kraken avait pris son navire, ses hommes et les maigres provisions que le clan de l'ours avait bien voulu leur céder. Quant à lui, l'océan l'avait recraché tel un déchet, une immondice. Une fois de plus, il avait survécu là où tant d'autres avaient péri. Avec un grognement, il se retourna sur le dos, chassant ce faisant le groupe de mouettes qui s'était formé autour de lui. Elles prirent leur envol en émettant des piaillements stridents. Aussitôt, la douleur revint et sa tête sembla sur le point d'exploser. Ses yeux capitulèrent et il les referma en gémissant. Il leva instinctivement ses mains gantées pour y enfouir son visage et demeura ainsi longtemps, écoutant la pluie, effrayé par l'horrible tiraillement qui s'élevait de sa poitrine. Un violent frisson le secoua lorsqu'il imagina ce qui avait dû se passer pendant qu'il était inconscient. Il aurait dû se noyer, et pourtant il s'en était sorti, sans pour autant comprendre comment il était miraculeusement passé du caisson à cordage à ce rivage déchiqueté. D'ailleurs, il n'avait même aucun souvenir des instants qui avaient suivi le naufrage du Trois-Mâts. Ce qui était peut-être une bénédiction, d'une certaine manière, car mourir ne lui faisait pas peur. Il côtoyait la mort depuis de nombreuses années, et il n'était pas sans ignorer que chaque bataille livrée pourrait être sa dernière. Mais l'asphyxie, et plus particulièrement la noyade, était une fin que Roivas redoutait par-dessus tout. Plus jeune, il en avait fait la terrifiante expérience. Son esprit demeurait marqué au fer rouge par ces interminables minutes de souffrance et de terreur, durant lesquelles il avait été conscient de l'imminence de son trépas, prisonnier des flots.
Il tentait alors de sauver la vie d'une enfant, et il ne devait sa survie qu'à l'intervention fortuite de son ami et mentor, l'Odamos. Cependant, non contente de pouvoir arracher la vie, l'eau, cette insaisissable meurtrière, finissait également par profaner les dépouilles et à effacer la moindre trace d'humanité des corps de ceux qui reposaient dans ses entrailles aqueuses. Le chevalier avait vu les cadavres des autochtones morts durant les inondations qui avaient ravagé le pays du Lotus. Il n'était encore qu'un écuyer manquant cruellement d'expérience à cette époque, mais jamais il n'oublierait ce dont il avait été témoin ce jour-là. Les corps charriés par le fleuve et les torrents de boue étaient grotesques, violacés et gonflés comme des outres trop pleines. Hommes et femmes, enfants et vieillards, maîtres et paysans, nul n'avait été épargné par la crue. Depuis cet instant, les nuits de Roivas étaient hantées par une procession d'êtres fantomatiques, blafards, leurs yeux vitreux tournés vers lui comme pour lui reprocher d'être encore en vie. Les troupes dont l'impériale faisait alors partie étaient arrivées trop tard pour sauver ces gens. Fontenailles avait été rayé de la carte par un seul homme, un riche seigneur à l'esprit dérangé, qui avait décidé de faire ouvrir les vannes du barrage au pied duquel s'étendaient les rizières dans lesquelles travaillaient ses sujets. La culpabilité était telle que les spectres de ses habitants, aujourd'hui disparus, revenaient inlassablement rappeler aux soldats son impuissance. À ces visages allaient sans doute s'ajouter maintenant ceux des membres de l'équipage qu'il venait de perdre. Il soupira. La souffrance s'était atténuée pendant qu'il exorcisait ses pensées morbides. Il rouvrit les yeux et lança un regard entre ses doigts écartés. En étudiant les environs, il constata qu'il se trouvait sur une île ou une avancée de terre rocailleuse, battue par un vent glacé qui faisait s'élever des paquets d'écume pour les projeter ensuite sur les rochers, leurs éclaboussures rendues anecdotiques par l'intensité croissante de la pluie. La mer, houleuse et grise, s'étendait à perte de vue sous un ciel bas toujours très menaçant, d'où le soleil était absent, dissimulé par une épaisse couche de nuages. Au-dessus de sa tête, les mouettes avaient entamé un balai aérien, lançant leurs cris aigus qui résonnaient désagréablement dans sa tête encore bourdonnante. Et au loin, une lueur accrochait le regard du chevalier, vacillante, évoquant un brasier mystérieusement suspendu au-dessus du sol. Il avait une petite idée de ce dont il pouvait s'agir, encore fallait-il aller vérifier. Roulant sur le côté avec d'infinies précautions, il se remit lentement sur pied. Le sang se mit presque aussitôt à lui battre les tempes, et il marqua une pause, plié en deux, ses mains gantées appuyées sur ses cuisses. Il fallut quelques secondes pour que le monde cesse de tanguer autour de lui. Se redressant avec lenteur, il porta machinalement la main au côté et étouffa un juron en réalisant que son épée ne s'y trouvait plus. Sa gourde devait également reposer quelque part au fond de l'océan. Il ne lui restait plus que sa bourse qui contenait quelques souverains, une pierre à aiguiser et une boîte d'amadou. N'étant pas enclin à se laisser décourager facilement, il entreprit de scruter les environs à la recherche du moindre signe de vie ou d'une quelconque indication. Il contracta ses muscles endoloris et parvint à soulever du sol un pied un peu raide qu'il reposa lourdement devant lui. Il recommença l'opération, tantôt avec un pied, tantôt avec l'autre, et au bout de quelques pas, le mouvement redevint automatique. Il avançait plus rapidement, avec plus d'aisance, prenant garde toutefois de ne pas se rompre le cou sur les rochers rendus glissants par l'humidité. Il avait suivi le rivage sur une centaine de mètres lorsque ses yeux se posèrent sur des débris qui jonchaient le sol. D'autres flottaient encore à la surface de l'eau. Il s'approcha avec précaution de ceux qui étaient échoués, persuadé de reconnaître les morceaux épars de ce qui avait été son navire. Mais force était de constater que ce n'était pas le cas. Ceux-ci provenaient d'une embarcation bien plus petite,
sans doute une barque ou une chaloupe. Et ce n'était pas l'une de celles qui équipaient le naufrageur. Intrigué, il fureta parmi les rochers, ramassant une planche, en retournant une autre. Il devina là le savoir-faire distinctif des Nordiques, la qualité du bois, la peinture, les sculptures décoratives. Il releva le nez et fixa à nouveau l'horizon. Des pêcheurs qui ont été surpris par la tempête, ou peut-être s'agit-il d'une embarcation mal amarrée qui a fini sa course contre les rochers. En tout cas, il devait encore se trouver à proximité de Haute-Cime. Il craignait déjà d'avoir dépassé Rocheval, dernier bastion de la civilisation situé à l'extrême nord-ouest des terres barbares, et de se retrouver livré à lui-même en terre inconnue. Abandonnant les débris, il s'approcha prudemment de la rive à la recherche d'un corps coincé entre les récifs. Il se pencha avec précaution, mais il ne distingua rien d'autre que de l'écume et le varech qui recouvraient les rochers à fleur d'eau. Il crut bien apercevoir des ombres nager sous la surface, un peu plus loin, mais à la réflexion cela lui parut peu probable. À moins qu'il ne s'agisse d'otaries ou de phoques, aucune bête de cette taille ne frayait aussi près de la terre ferme. Son imagination devait lui jouer des tours après tout ce dont il avait été témoin ces dernières heures. Ce qui était certain, c'était qu'il n'y avait rien d'autre qui puisse lui être utile ici. Il reprit donc sa marche le long du rivage. Le sol accidenté céda peu à peu la place à la végétation, et les bottes de Roivas s'enfoncèrent bientôt dans la boue avec un bruit de succion. La lueur qu'il avait entreaperçue plus tôt se précisa, et son cœur bondit de joie dans sa poitrine lorsqu'il vit qu'il s'agissait bien d'un phare, comme il l'avait espéré. Quelqu'un devait s'y trouver, quelqu'un qui accepterait de partager la chaleur d'un bon feu, et qui lui dirait que les monstres marins ne pouvaient être que le fruit des divagations d'un esprit fatigué, poussé dans ses derniers retranchements. Ces promesses réconfortantes lui firent accélérer le pas jusqu'à ce qu'il atteigne une petite crique qui s'étendait au pied d'une longue bâtisse dont les murs les plus bas étaient noircis par un dépôt poisseux. D'une taille respectable, elle paraissait s'enrouler autour du sombre rocher sur lequel se dressait le phare, comme un serpent lové autour d'une effigie de pierre dédiée à une divinité oubliée de tous. Une vaste entrée entièrement abritée s'étendait le long de sa façade, et Roivas s'y réfugia sans l'ombre d'une hésitation, faisant fi de l'étrange impression que lui inspirait ce lieu. Lorsque le temps était clément, cet endroit devait servir à sécher les filets. Mais ce jour-là, y étaient entreposés pêle-mêle des cordages, gaffes, flotteurs, rames, planches de bois, nasses et casiers, et tout ce que la mer avait pu rejeter sur ce petit bout de terre. Le chevalier avait déjà posé la main sur la poignée de la lourde porte de chêne qui donnait sur les dépendances, lorsque des éclats de voix le coupèrent net dans son élan. Fronçant les sourcils, il tourna la tête en direction du bruit et se mit à scruter plus attentivement la baie. Un quai branlant s'y dressait, auquel était amarré un bateau de pêche qui ne payait pas de mine, protégé des vagues par une petite avancée sur la mer. Il avait failli ne pas la voir en se précipitant vers l'abri, mais il distinguait maintenant une silhouette tout au bout du quai. Elle se tenait de façon étrange, comme si elle était pliée en deux ou penchée sur quelque chose. Levant une main au-dessus de sa tête afin de se protéger de la pluie, Roivas s'approcha en hélant l'individu. Ce dernier sembla se raidir au son de la voix qui l'interpellait, puis un visage apparut lorsque l'homme pivota lentement pour jeter un regard par-dessus son épaule. Ses traits rappelaient ceux des Nordiques, mais il semblait bien plus chétif que ces fiers combattants bardés pour chasser et guerroyer. « Voilà, étranger !» dit calmement l'étrange personnage. « Vous tombez à pic !» Lorsque le chevalier arriva à sa hauteur, il vit qu'une jeune femme était allongée au pied de l'individu. Pâle comme la mort, elle saignait abondamment d'une blessure à la tête.
Ses cheveux d'un noir de jais juraient avec la blancheur de sa peau, tout comme la délicatesse de ses traits contrastait avec les colifichets macabres qu'elle portait au poignet et autour du cou. Elle avait souligné le contour de ses yeux de colle, mais la pluie en avait fait des rivières de cendres sur ses joues. « Qui est-ce » fit Roivas en la désignant du menton. « Je ne connais pas son nom et je n'ai pas besoin de le connaître » lui répondit l'homme avec un accent pour le moins surprenant. « Mais on la connaît de vue au village, et ça m'a suffi pour accepter de l'emmener. Elle a voulu que je la dépose le plus près possible de Rocheval. La tempête nous a surpris, et nous nous sommes réfugiés ici. La belle affaire. » Ses petits yeux sombres, cernés de rides profondes, restaient rivés sur ceux de l'impérial. Comme celui-ci gardait le silence en le considérant d'un air inquisiteur, il poursuivit. En approchant de l'île, la poulie du bateau a oscillé et lui a fendu le crâne. Je savais bien que c'était une mauvaise idée de m'embarquer dans cette histoire. J'allais l'amener à l'intérieur, à l'abri dans le phare. Maintenant que vous êtes là, vous pouvez peut-être m'aider. Roivas acquiesça froidement, et l'homme se redressa en passant l'un des bras de la jeune femme derrière sa nuque. Le chevalier fit de même de son côté, constatant au passage que les mains et les avant-bras de la blessée arboraient plusieurs entailles peu profondes. Elles ressemblaient à des blessures défensives, et non à des coupures que l'on se ferait en tombant, par exemple. De plus, elles semblaient récentes. Si c'était effectivement le cas, le type lui mentait. Le chevalier feignit toutefois de n'avoir rien remarqué, mais il n'en demeura pas moins méfiant. « Vous venez de loin » demanda-t-il tandis qu'il traversait la passerelle en direction de la terre ferme, laissant derrière eux l'échalote, le petit bateau de pêche. « Pas d'aussi loin que vous, si j'en crois votre accent et vos frusques. Tout le monde se connaît ici, et votre bobine, elle me dit rien. »« Et c'est une tradition locale d'éluder les questions » rétorqua Roivas sur le même ton bourru. L'homme poussa un long soupir, mais daigna tout de même répondre. « Je viens de Noirmarais, à une petite bourgade à quelques encablures d'ici. Je suis pêcheur, et vous, comment diable êtes-vous arrivé sur ce rocher ?»« Ce serait une longue histoire, et je doute que ça ait un quelconque intérêt pour vous. »« Ben voyons, » grogna le bonhomme alors qu'ils atteignaient la terre ferme. « Vous ne me prendriez pas de haut des fois? Vous avez tout l'air d'être un oblio, ou quelque chose comme ça. » Roivas s'accorda une brève seconde de réflexion. « Je suis une sorte de mercenaire, » concéda-t-il. « Je viens de Sainte-Fontaine. Je suis à la recherche de quelqu'un. »« Un gars de l'Empire perdu dans le trou du cul du monde, » ricana le pêcheur. « En voilà une qu'elle est pas bonne. Pour sûr que c'est pas le même confort par ici. Ça doit vous faire tout drôle. » L'impérial encaissa la remarque sans broncher. Il n'avait guère été plus loquace que son interlocuteur en évitant de lui parler du naufrage et du but véritable de sa présence sur les terres du Septentrion. Mais il n'avait pas confiance en cet homme, sans parler du fait que le bougre l'aurait sans doute pris pour un fou, ou pire encore, s'il lui avait parlé du passeur. L'ordre avait été fondé pour contenir la monstruosité qui avait failli éradiquer les hommes lors de la confrontation. Le dévoreur de mondes, comme l'appelaient les érudits, un ennemi invisible qui sommeillait dans les tréfonds situés de l'autre côté de la muraille de la Veuve, et qu'aucun être humain n'avait revu depuis plus de 2000 ans. Seuls quelques écrits tronqués subsistaient de cette époque, et la plupart des habitants des 7 royaumes mettaient à présent en doute l'existence de cette entité. Certains allaient jusqu'à murmurer que l'ordre avait inventé toute cette histoire pour réunir tous les peuples sous une même bannière afin d'exercer un contrôle et une mainmise sur l'ensemble d'entre eux. Rationnel, Roivas avait ses propres doutes. Mais si les peuples de Fandragon devaient apprendre qu'une bête hantait les abysses de ce côté du mur, et que l'Empire n'avait pas davantage la situation en main que ne l'avaient eu les civilisations d'autrefois, personne ne serait en mesure de stopper le vent de panique qui soufflerait sur le royaume. De toute manière, il était trop tôt pour parler d'un nouvel éveil, et le chevalier voyait 2 raisons à cela. La première, c'était que, hormis sa taille démesurée,
le passeur n'était pas très différent des mollusques déjà observés jusqu'ici. Il s'agissait d'une créature marine qui évoluait dans son habitat naturel et dont le terrain de chasse semblait se limiter aux côtes nordiques. Roivas se remémora ensuite les longues heures qu'il avait passées à lire les vieux manuscrits de la bibliothèque impériale et se souvint d'avoir appris que la seule vue du dévoreur aurait provoqué la folie et la déroute au sein des armées qui avaient osé se lever et marcher contre lui. Là encore, il ne s'agissait pour lui que d'exagération. Mais en admettant que cette faculté à distiller une terreur telle qu'elle engendrerait la démence soit une caractéristique propre à ces monstruosités, Roivas tenait là une autre preuve qu'il ne pouvait s'agir d'une bête semblable, car il se sentait sain d'esprit au sortir de sa rencontre avec le Kraken. Certes terrifié à chaque fois qu'il y repensait, mais définitivement sain d'esprit. Une question le taraudait toutefois, et il avait beau y songer et y songer encore, il ne parvenait pas à trouver une réponse capable de le satisfaire. Comment avait-il pu échapper à la noyade alors que son galion s'était abîmé en pleine mer? « On y est presque », dit le pêcheur en mettant par la même occasion un terme aux introspections de Roivas. La jeune femme demeurait inerte tandis qu'ils approchaient du phare et de ses dépendances, sa tête dodelinant à chaque pas que faisaient les deux hommes. Contrairement au marin qui portait un pantalon de toile sombre, d'épaisses chausses fourrées et un pull de laine sale, elle était vêtue pour sa part d'une robe faite de lanières de cuir ornées de plumes, de dents et d'os d'animaux. Le chevalier fronça le nez en remarquant qu'elle empestait les potanés et la sueur. « C'est un drôle d'accoutrement que porte votre amie. Elle semble plus sauvage encore que ceux de votre peuple. Même vos druides paraissent moins mystiques qu'elle. »« Ce n'est pas mon ami, » répondit l'homme avec animosité. « En général, on se tient loin des sorcières des terres sauvages. Ça porte malheur. Si on peut éviter d'avoir affaire à elle, on le fait. » Pourtant, ça ne vous a pas empêché de la transporter sur votre rafio. J'avais mes raisons, étranger. Les deux hommes venaient d'atteindre l'entrée couverte, et sans hésiter, l'étrange individu ouvrit la porte que l'impérial s'était apprêté à franchir quelques minutes plus tôt. Ils s'engouffrèrent aussitôt dans le bâtiment, et Roivas poussa la porte du talon afin de la refermer derrière eux. La flamme vacillante de la torche fixée dans un coin de la pièce s'éteignit avec le brusque déplacement d'air, et l'obscurité tomba comme un voile sur les deux hommes. Il fallut quelques secondes aux yeux du chevalier pour s'habituer à leur nouvel environnement. Il vit qu'ils se tenaient dans une petite entrée dans laquelle était entreposé du bois de chauffage, stocké à l'abri de l'humidité. Dans la pénombre, la rangée de manteaux accrochés à la patère en face d'eux ressemblait à un bataillon de pendus, mous et grotesques. Il remarqua également une porte close sur sa gauche et une ouverture dans le mur de droite qui semblait donner sur une pièce plus grande. « J'imagine que vous connaissez les lieux ?» dit Roivas. « Je suis venu ici une ou deux fois pour approvisionner le phare en vivres, » grommela le pêcheur. « On devrait monter à l'étage. Le gardien doit se trouver dans la grande salle. »« Dans ce cas, je vous suis. » Le marin se dirigea alors sur la droite, et ils pénétrèrent dans un atelier qui contenait un grand réservoir d'eau potable, ainsi qu'un établi sur lequel se trouvaient tous les outils nécessaires à l'entretien du phare, marteaux, clous, masses, rabots. Au plafond pendaient plusieurs crochets et lampes à huile rouillées, et Roivas dut se pencher à plusieurs reprises pour ne pas s'éborgner ou se cogner en passant près d'eux. Ils empruntèrent ensuite un couloir trop étroit pour qu'ils puissent s'y déplacer tous les trois de front. Le chevalier invita son guide à ouvrir la marche, tandis qu'il porterait seul la jeune femme. L'impatience le gagnait, et il n'avait plus qu'une hâte, s'installer près d'un bon feu et prendre un peu de repos. Un détail attira toutefois son attention pendant qu'il traversait le couloir avec son précieux fardeau dans les bras. Les fenêtres qui s'ouvraient dans le mur extérieur et qui donnaient probablement sur la crique étaient toutes condamnées, mais de l'intérieur. Bizarre, pensa-t-il. Pourquoi tant de précautions dans un lieu si isolé?
Le gardien se sent-il en danger ici? Ils parvinrent alors au pied d'un escalier d'angle sous lequel étaient empilés plusieurs tonneaux. L'odeur qui se dégageait des barriques et l'aspect sirupeux de la substance qui souillait le sol par endroits firent supposer au chevalier qu'il s'agissait là d'un dépôt d'huile de baleine. Elle servait probablement à alimenter le phare lui-même, en plus des habituelles sources de lumière. Un robuste système de palans avait été installé dans le but d'amener plus facilement les contenants à l'étage. Le pêcheur vint confirmer ses conjectures. « Je crois que des gars ils font le plein une fois par semaine, » dit-il en entamant l'ascension des marches. « Mais en cas de mauvais temps, y a ben quoi tenir le phare allumé pendant plus d'un mois avec ce qu'il y a là. » Pelotonnée contre Roivas, la jeune femme était aussi légère qu'une plume. Mais tandis qu'il grimpait l'escalier, l'impérial perdit peu à peu du terrain sur son guide. Il ne se pressa pas pour le combler. Le pêcheur ne faisait plus mine de vouloir porter assistance à sa mystérieuse passagère, et le chevalier n'avait pas davantage envie de converser. Leurs échanges n'aboutissaient à rien, et les vagues explications qu'il avait pu soutirer à ce type n'avaient pas réussi à convaincre Roivas de sa sincérité. Aussi tâcha-t-il d'écarter ses pensées du passeur pour les recentrer sur la méfiance que lui inspirait cet individu. Il s'agissait là d'une menace qu'il jugeait plus palpable, plus immédiate, et son instinct ne l'avait encore jamais trompé. Les deux hommes finirent par se rejoindre un peu au-delà du sommet des marches, dans un vestibule à peine plus éclairé que le rez-de-chaussée. Le grand tapis qui recouvrait le plancher était élimé jusqu'à la corde et imprégné de l'odeur de l'océan. Une fenêtre crasseuse et encadrée de vieux rideaux s'ouvrait dans le mur de gauche. En face d'elle étaient alignées 4 portes, dont les 3 premières étaient closes et la plus éloignée légèrement entr'ouverte. Quant au hall, il se terminait par un petit corridor en coude. D'un geste de la main, le pêcheur fit signe au chevalier de le suivre. Ce dernier lui emboîta le pas, et ils traversèrent tous deux le couloir pour arriver dans une salle bien plus grande et bien plus chaude que toutes celles qu'ils avaient traversées jusqu'ici. Le feu crépitait dans un âtre de belle taille, et un banc avait été tiré face à lui. Une table se dressait également là, entourée de 8 chaises, et dans un coin opposé à la cheminée, un poêle à bois supportait une marmite d'où s'échappait l'odeur d'une soupe de poisson. Une tenture moisie habillait l'un des murs de ce réfectoire. Les autres étaient recouverts de croquis de navires, issus des différents royaumes qui composaient Fendragon, et 2 petites fenêtres donnaient sur l'immensité de l'océan. D'une petite pièce attenante s'élevaient des murmures entrecoupés de gémissements. Cette simple litanie suffit à donner un frisson à Roivas, malgré le bref réconfort que lui avait offert la vue de ce lieu. Les chuchotements s'arrêtèrent brusquement tandis qu'il mettait un genou à terre afin d'allonger la jeune femme sur le banc. Un vieillard un peu voûté déboula dans la salle, en état de panique. Il semblait surpris de trouver des visiteurs au cœur de sa retraite. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici ?» aboya-t-il d'un ton inquiet. Le pêcheur fourra ses mains dans ses poches et adressa au gardien un vague signe du menton. « Salut, Tolfdir !» Sa présence sembla ajouter à la confusion du vieil homme. « J'ai eu un pépin avec le bateau. Dès que la tempête sera passée, je retournerai à Noirmarais. Je me repose juste un peu et je repars. »« Ne la laissez pas là !» répondit le vieux en pointant la jeune femme inconsciente du doigt sans même la regarder. « Il reste des lits dans les anciens quartiers des mariniers. Je m'en occupe. » Ignorant Roivas, le pêcheur s'approcha du banc, prit la blessée dans ses bras et la jeta sans douceur aucune sur son épaule. Puis il repartit par où ils étaient arrivés, laissant le chevalier seul avec le gardien. Celui-ci portait une vareuse dont le dos et les épaules avaient été graissés afin de les rendre imperméables. Cette technique était plutôt commune chez les marins, mais elle avait pour inconvénient de faire dégager aux vêtements une forte odeur de rance. Ses pantalons de toile grossière étaient enfoncés dans des bottes en peau également graissées. Il portait sur le crâne un bonnet de laine sombre qui laissait dépasser des cheveux blancs filasses, et une barbe de 3 jours accentuait son aspect négligé.
« Bonjour, vieil homme, je m'appelle Roivas. »« Tolfdir, » murmura-t-il d'une voix peu assurée, nouant et dénouant des mains osseuses aux articulations déformées par les rhumatismes. « Je suis navré de vous imposer ma présence, Tolfdir. Je reprendrai ma route dès que le grain sera retombé, du moins si le pêcheur accepte de me prendre à son bord. En attendant, me permettez-vous de me sécher auprès du feu, l'ami ?» Il avait beau chercher à établir un contact visuel, le vieil homme semblait regarder partout et nulle part à la fois, ses yeux errant tantôt sur le sol, tantôt autour de son interlocuteur. Le pauvre bougre n'était plus très jeune, et il ne semblait pas plus sain d'esprit. Roivas ne put s'empêcher de penser à son jeune frère, tenu à l'écart de la scène politique du fait de son handicap. « Je crois que vous pouvez... Oui, vous pouvez vous réchauffer près du feu. » Le chevalier le remercia avec un soulagement non feint et se laissa lourdement tomber sur le banc qui émit un craquement plaintif. Une bûche se fendit dans l'âtre, laissant échapper un petit tourbillon de braise. Il se pencha alors en avant, tendant ses mains vers la source de chaleur, et soupira d'aise en sentant la tiède caresse des flammes effleurer son visage et ses paumes. Du coin de l'œil, il voyait le gardien se balancer inlassablement d'avant en arrière, ses lèvres s'agitant silencieusement. Il demeura là un moment comme s'il avait oublié la présence de l'impériale. Puis, brusquement, il sembla regarder à travers Roivas, avant de disparaître par la porte qu'il avait franchie pour venir à la rencontre des arrivants, et on entendit bientôt ces murmures s'élever à nouveau, ponctués par des bruits d'ustensiles qui s'entrechoquent. Une poignée de secondes plus tard, il était de retour avec dans les mains un couteau dentelé, un pot de terrine, du pain et une chope de bière qu'il apporta au nouveau venu. « Il me semble que vous n'aimez pas le poisson, » commenta-t-il en lui tendant ce repas. Roivas fit de son mieux pour masquer sa surprise. Il scruta le visage du vieil homme, fouillant les méandres de sa mémoire. Est-ce que j'aurais déjà rencontré ce vieillard auparavant? Son visage ne m'est pourtant pas familier, pas plus que ses lieux. Il tendit les mains pour débarrasser le gardien, et après avoir posé près de lui boc et couteau, il renifla distraitement la nourriture. Il sentit alors son estomac se nouer sous l'effet de la faim. Il était littéralement affamé. Il n'avait pas mangé depuis la veille au moins. Il remercia Tolfdir et commença à attaquer cette manne inespérée. Au bout d'un moment, il invita le vieillard à prendre place près de lui sur le banc, mais celui-ci resta debout, le regard perdu dans les flammes et ses lèvres psalmodiant toujours quelques paroles incompréhensibles. Haussant les épaules, Roivas termina de dévorer son repas, et le silence ne fut troublé que par les joyeux crépitements du feu et les bruits de mastication du chevalier. Lorsqu'il eut terminé, il but une gorgée de bière et tenta une nouvelle approche. « Vous connaissez l'homme avec lequel je suis arrivé? Il dit venir de Noirmarais. » Le vieillard hocha doucement la tête. « Garvet, oui. Je connais les habitants de Noirmarais. Ceux qui ont un bateau viennent parfois ici. Certains apportent de l'huile pour le phare, d'autres apportent du poisson. Beaucoup de poisson. Noirmarais, j'y suis né, vous savez. » « Je suis assez peu familier avec cette partie du royaume. Pardonnez-moi, mais Garvet et vous-même ne ressemblez pas beaucoup à vos homologues nordiques. » Ses mouvements de balancier s'interrompirent tout à coup, et son regard sembla prendre pour la première fois une réelle consistance, mais ce fut fugace. Il porta ses doigts à sa bouche et se mit à les mordiller avec anxiété. « Maudits, nous sommes tous maudits, Garvet, tous les autres. Moi, nous sommes tous maudits. C'était mal, il ne fallait pas. » « Il ne fallait pas quoi? » « Ça me fait plaisir que vous soyez là, » poursuivit le gardien comme s'il n'avait pas entendu la question. « Le vieux Tolfdir n'a pas beaucoup de visites.
Il n'y a que les bateaux qui apportent des choses pour le phare, et ils ne restent jamais longtemps. » Roivas hésita à insister. Le vieil homme semblait un peu plus loquace que le dénommé Garvet, mais le chevalier craignait que sa trop longue solitude n'ait eu des effets désastreux sur sa santé mentale, à moins qu'on ne l'ait isolé ici parce qu'il était déjà un peu dérangé. « J'étais à la recherche d'un bateau, » dit-il prudemment. « Mon équipage et moi-même étions sur le point de le rattraper lorsque la tempête s'est levée. Sans ce maudit grain, nous aurions réussi. Vous savez quelque chose à ce sujet ? » « Cette tempête n'était pas naturelle. Oh, ça non. Je n'ai jamais rien vu de tel en 60 ans. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Il n'aurait pas dû... » Il gémissait maintenant. Posant sa chope de bière sur le banc, Roivas se leva et attrapa doucement le vieillard par les poignets. « Qu'ont-ils fait de si terrible ? Vous pensez qu'ils ont quelque chose à voir avec la tempête qui m'a empêché de les atteindre ? Parce que ce sont eux, n'est-ce pas ? Ceux que je recherche sont à Noirmarais. » Pour la première fois depuis le début de la conversation, Tolfdir plongea son regard dans celui de Roivas. Ce que celui-ci vit dans les yeux de son hôte relevait à la fois d'une grande lucidité et de la peur dans ce qu'elle avait de plus primaire. « Vous avez rencontré celui qui voit tout, » murmura le gardien. « C'est pour cela que vous êtes ici, n'est-ce pas? Vous allez nous guérir. Mais si le maître vous a épargné, alors cela signifie aussi que Fandragon est condamné. Oh non, par la source, non. » « Que voulez-vous dire, vieil homme ?» risqua Roivas sur le même ton, en affermissant sa prise. « Je ne comprends rien à votre charabia. En quoi cette créature aquatique pourrait-elle menacer le continent tout entier ? » « Ce n'est pas celui qui voit tout qu'il faut craindre. C'est celui qui le sert qui provoquera notre fin à tous. Vous seul pouvez empêcher cela, mon prince. »« Comment savez-vous » souffla l'impérial, sa conscience se brisant comme un miroir. Il relâcha les poignets de l'homme, avec l'impression d'avoir encaissé un violent coup de poing dans le ventre. Comment a-t-il su pour le poisson ? Et comment peut-il avoir deviné un rang que personne ne m'attribue plus depuis des années, pas même à Sainte-Fontaine ? Mais il savait qu'il n'obtiendrait plus rien de Tolfdir. Le vieillard était déjà redevenu distant, son visage dénué de toute expression. Il avait repris ses divagations au sujet d'ombres dans les rochers et sous les eaux. Quant à Roivas, il était sous le choc. On lui avait confié une mission d'une simplicité affligeante, et voilà qu'elle prenait des proportions qui dépassaient l'entendement. Avoir survécu à un naufrage provoqué par une créature antique n'était vraisemblablement pas suffisant. Un vieillard omniscient parlait maintenant d'une menace plus terrible encore. Qu'est-ce qui peut être pire qu'une nouvelle confrontation ? On prétend que la dernière a failli réduire l'humanité à néant. Il s'écarta de la cheminée sur des jambes cotonneuses pour aller s'appuyer contre le montant d'une fenêtre, en proie à une intense confusion. La nuit n'allait pas tarder à tomber. Le peu de luminosité qui régnait sur ce rocher déclinait, indiquant que la journée touchait à sa fin. « C'est insensé », s'entendit-il dire. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Et comment vais-je pouvoir reprendre ma quête sans navire et sans équipage ? Est-ce que je dois renoncer et rentrer à la capitale afin de faire part de mes découvertes aux autres ?» Il prononçait ces mots lorsque quelque chose attira son regard au dehors, et il approcha son visage de la vitre dégoulinante de pluie. Il avait cru apercevoir une silhouette luttant contre le vent non loin du rivage. Mais le temps d'une bourrasque, elle avait déjà disparu. Des rochers affleurants apparaissaient et disparaissaient au gré de la houle. Il lui sembla distinguer quelque animal marin venir respirer à la surface avant de replonger aussitôt. Mais encore une fois, il trouva cela étrange, si près des terres.
À moins qu'il ne s'agisse des fameuses ombres dont parle Tolfdir, pensa-t-il sarcastique. Toutes ces histoires commencent à me rendre paranoïaque. Il recula d'un pas et faillit sursauter lorsqu'une main se posa sur son bras. Il fit volte-face en cherchant par réflexe la poignée de son épée, et il se trouva nez à nez avec le gardien du phare qui fixait un poing quelque part par-dessus l'épaule du chevalier. Le vieillard fourra une petite bouteille poussiéreuse remplie d'un liquide transparent dans ses mains. Il y avait aussi un rouleau de compresse à l'aspect un peu jauni. « Pour votre compagne », dit-il simplement avant de quitter la pièce en direction de ce qui devait être la cuisine ou ses appartements personnels. Roivas soupesa le flacon en réfléchissant. Il n'avait rien de mieux à faire dans l'immédiat, et en y repensant, il commençait à se demander ce qui prenait autant de temps à Garvey pour qu'il ne soit pas encore revenu se restaurer ou chercher de quoi soigner la blessure de sa passagère. Et le calme avec lequel Tolfdir lui avait remis la bouteille alimentait ses soupçons à l'égard du pêcheur. C'était comme si le vieil homme l'envoyait sciemment auprès de lui et de la sorcière. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Il revint dans le hall à grandes enjambées, jetant un œil par l'entrebâillement de la première des portes qu'il avait ignorée lors de son premier passage. La pièce était déserte, les volets entr'ouverts gémissant sous les assauts du vent. La seconde était plus encombrée, mais personne ne s'y trouvait non plus. Le phare et ses dépendances avaient sans doute dû accueillir de nombreux équipages par le passé, mais à présent la quasi-totalité de l'abri semblait inoccupée et les murs et plafonds étaient dans un état de décrépitude avancée. Il se demanda quelle était la raison de cet abandon. La troisième porte était verrouillée, mais la clé se trouvait dans la serrure. Il la tourna pour découvrir une réserve dans laquelle étaient entreposés vivres et biens de première nécessité. Roivas referma le battant et se dirigea vers la dernière porte, non loin de l'escalier menant au rez-de-chaussée. Là, il trouva Garvey. Il avait amené la jeune femme dans ce local qui contenait encore plusieurs coffrages de lits en bois avec leurs matelas de paille. Une simple bougie avait été allumée et posée à côté de la paillasse sur laquelle la blessée était allongée. Le pêcheur était assis à son chevet, exagérément penché au-dessus d'elle, et Roivas l'entendit pester à voix basse sur un ton menaçant. « Garvey » dit le chevalier d'un ton posé. L'homme sursauta et prit quelques instants pour dissimuler quelque chose sous ses vêtements. Son geste balaya les derniers doutes que l'impérial pouvait encore avoir vis-à-vis de lui. « Tiens, vous revoilà. On dirait que ce bon vieux Tolfdir n'a pas pu s'empêcher de vous parler de moi. » « C'est plutôt ce qu'il ne m'a pas dit de vous qui éveille ma curiosité, » répondit Roivas du tac au tac. « Je sais que vous mijotez quelque chose, et je trouverais divertissant de mettre mes talents de limier à l'épreuve. » Le pêcheur se leva et vint se planter devant le chevalier, le toisant de ses petits yeux sombres. « C'est une menace, étranger ?» ?»« C'est un avertissement, mon premier et mon dernier. N'approchez plus de cette femme tant que je n'aurai pas eu l'occasion de lui parler. »« Et sinon quoi, mon gars? Tu t'imagines peut-être qu'être un larbin de l'Empire te donne tous les droits par ici? Ne joue pas ça avec moi. T'es rien du tout par ici. » « Soit, je suis fatigué de jouer. C'est la deuxième fois que je vous prends à nourrir un intérêt très marqué pour cette soi-disant sorcière. Qu'est-ce que vous lui voulez? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que vous venez de glisser sous votre pull? »« Ça ne vous regarde pas, étranger !» cracha Garvey, la joue secouée par un tic nerveux. « J'ai vu ses mains, » poursuivit Roivas, imperturbable. « Vous ne me ferez jamais avaler qu'elle s'est fait ça en étant accidentellement assommée par la poulie de votre bateau. D'ailleurs, j'ai trouvé les débris d'une chaloupe échouée sur l'île. Vous savez ce que je crois? Je crois qu'elle n'était pas à bord de l'échalote lorsque vous êtes arrivé sur l'île, Garvey. Je pense que vous avez dû vous croiser ensuite et que vous l'avez agressée. Pourquoi ?» Le pêcheur ouvrit la bouche en levant un doigt menaçant, mais il fut interrompu par un grand fracas. Ce dernier fut presque immédiatement suivi d'un hurlement déchirant. C'était Tolfdir.
Des bruits de pas précipités parvinrent aux oreilles du chevalier, et le vieux gardien apparut dans l'encadrement de la porte, un gourdin à la main. « En bas !» s'égosilla-t-il. « Ça venait d'en bas. Ils sont là. Vous les avez amenés ici !» Le bruit venait effectivement d'en dessous. Tolfdir était si agité que Roivas n'était pas certain de savoir qui de lui ou du marin il accusait. Est-ce qu'il parle des pillards que je poursuivais ? J'ai du mal à imaginer ce qu'ils viendraient faire jusqu'ici par un temps pareil. Sont-ils à ma recherche ? Non, c'est peu probable. Ils n'ont aucun moyen de savoir que je me trouve ici. C'est alors qu'il repensa à la silhouette qu'il avait cru distinguer par la fenêtre, et il sentit l'inquiétude poindre en lui. S'agit-il d'autre chose ? « Gardez votre calme, » dit-il au gardien. « Nous allons voir ce qui a provoqué ce bruit. » Il s'apprêtait à quitter la pièce quand, voyant que Garveille ne faisait aucun geste pour le suivre, il ajouta « Nous y allons tous ensemble. »« Vous avez qu'à y aller. Avec ce grain, c'est normal qu'il y ait des trucs qui s'envolent et des volets qui claquent. Le vieux, il se fait du mouron pour rien. Et complètement fêlé, de toute manière. Et je pensais que ça aurait sauté aux yeux d'un gars aussi futé que vous. Je crois que vous ne m'avez pas bien écouté tout à l'heure. Il est hors de question que vous sortiez de mon champ de vision. J'ai de bonnes raisons de penser que votre passagère ne sera pas en sécurité tant que vous vous tiendrez près d'elle. Alors que le vieux ait raison ou tort importe peu. Vous ne me quittez plus d'une semelle dorénavant. C'est un ordre. Maintenant, d'une aire. Un éclair de colère traversa le regard du pêcheur, mais il obtempéra et dépassa l'impériale d'une démarche raide. Ils descendirent tous les trois les escaliers en file indienne, à pas prudents, le gardien ouvrant la marche, Garvet sur ses talons. Roivas les suivait en maintenant une distance raisonnable entre le marin et lui. En poussant son interlocuteur à bout, il avait été sur le point de le démasquer. Il en était convaincu. Mais maintenant qu'ils avaient été interrompus, il allait devoir veiller à ce que la jeune femme reprenne connaissance et lui donne sa version des faits, s'il voulait connaître le fin mot de cette histoire. Elle seule détenait la clé de ce mystère. Soit Garvet cherchait à s'en débarrasser, soit il essayait d'obtenir quelque chose d'elle. C'est peut-être lié à ce qu'il a dissimulé sous ses vêtements, se rappela-t-il en fixant la nuque de l'intéressé. Arrivés au pied des marches, le vieil homme demanda à Garvet de se munir d'une lampe à pétrole posée près des tonneaux. Le pêcheur s'y plia de mauvaise grâce. « Tu es fou, Tolfdir. Y a rien là-bas. Le vent aura fait tomber quelque chose, rien de plus. » Les ombres des trois hommes se mirent à danser sur les murs lorsque la mèche s'embrasa. L'obscurité recula tout autour d'eux, mais l'humidité et le délabrement que la lumière révélait ne dissipaient pas la sensation de malaise que Roivas éprouvait depuis qu'il s'était éveillé sur cet îlot battu par les vagues. Au contraire, elle s'enracina un peu plus profondément dans son cœur. Il avait pourtant vécu bien des aventures avant de faire voile vers Haute-Cime, mais aucune ne ressemblait à celle qu'il était en train de vivre en ce moment. Il ne pouvait s'empêcher de penser que la mer elle-même avait quitté son lit pour reprendre ses droits sur cette bâtisse érigée par l'homme. Il ignorait pourquoi, mais il se sentait exposé et vulnérable, son esprit assailli par des images effrayantes et de sombres évocations. L'odeur d'iode dominait maintenant celle du pétrole qui, tout à l'heure, l'avait frappé lorsqu'il était entré dans cette pièce. Un courant d'air semblait provenir de la sortie, et il put entendre un bruit qui ressemblait à s'y méprendre à celui que ferait une multitude de carillons. Un léger frisson vint dresser ses cheveux sur sa tête. Tout habitué qu'il était de lutter pied à pied contre des menaces tangibles, il n'aimait pas la dimension mystique qui régnait en ces lieux. Il avait l'impression de se laisser gagner par la démence du gardien, et cela ne lui plaisait guère. Il fallait rationaliser ce qu'il se passait. « Lorsque nous sommes arrivés, je soutenais la fille, » expliqua-t-il. « J'ai juste poussé la porte sans m'assurer qu'elle s'était bien refermée. Le vent a dû la rouvrir. »« Ce ne serait pas étonnant avec la tempête qui reprend, » répondit Garvet avec nonchalance. « Je vous ai dit que le vieux s'inquiète pour rien, comme toujours. » Tolfdir se dandinait d'un pied sur l'autre.
Il semblait terrifié à l'idée d'aller plus avant, et ses chuchotements reprirent de plus belle. Agacé, Roivas s'approcha de lui et arracha sans douceur le gourdin des mains crochues du vieillard. Son poids avait quelque chose de réconfortant dans son poing, mais il regrettait tout de même de ne pas pouvoir compter sur une bonne lame. « Il n'y a qu'une seule façon de s'en assurer », dit-il en prenant la direction de l'atelier. Les deux hommes lui emboîtèrent le pas, d'abord le pêcheur, ensuite Tolfdir. Roivas ne se sentait pas en sécurité en sachant le marin juste derrière lui, mais il espérait qu'être armé le dissuaderait de tenter quoi que ce soit. Toutefois, il prit la précaution de se déplacer de flanc, de manière à pouvoir garder un œil sur Garvet et prévenir un éventuel coup tordu de sa part. Les ténèbres semblaient s'écarter sur leur passage pour mieux se refermer derrière eux. Le courant d'air forcissait à mesure que le groupe progressait, et Roivas comprit bientôt ce qui provoquait ce cliquettement continuel. Lorsqu'il atteignit la salle qui contenait le réservoir d'eau et le matériel d'entretien, il vit que le vent qui s'engouffrait dans le phare faisait osciller les nombreux objets accrochés au plafond, les faisant s'entrechoquer. « C'est bien la porte !» s'exclama le chevalier en se précipitant en avant. « Elle est ouverte !» Le vieux gardien laissa échapper un cri plaintif quand ils pénétrèrent dans le vestibule. L'ouverture qui donnait sur l'extérieur était béante. Les assauts de la tempête étaient si violents que le battant cognait violemment contre le mur. Un morceau de toile accroché non loin de l'entrée claquait au rythme des bourrasques qui investissaient les lieux en de lugubres sifflements. Dehors, de l'autre côté de l'abri couvert, une pluie diluvienne battait l'île, et à travers ce mur d'eau, Roivas aperçut une silhouette massive et ruisselante qui tourna vers lui un visage qu'il crut dépourvu de nez. L'impérial s'immobilisa, mais Garvet, qui avait lui aussi assisté à la scène, fit un pas vers l'extérieur, sa lanterne toujours à la main. Pris d'un étrange pressentiment, Roivas le retint en hurlant. « Trouvez-moi quelque chose pour bloquer cette porte !» Le pêcheur tourna vers lui un regard stupéfait, puis regarda à nouveau en direction de l'endroit où se tenait la forme. Mais elle n'était plus là. Garvet considéra encore une fois le chevalier d'un œil hagard, la mâchoire pendante et le teint gris, avant de tourner les talons pour farfouiller parmi les nombreux objets entreposés dans l'atelier. Pendant ce temps, Roivas dut pousser le bâton de toutes ses forces pour le refermer avant d'en rabattre le loquet. Le pêcheur le rejoignit à ce moment, tenant dans sa main une lourde cale de bois de forme triangulaire qu'il mit en place, tandis que l'impérial coinçait le dossier d'une chaise poussiéreuse sous la poignée de la porte. « Hein, par tous les diables, qu'est-ce qu'un morse fait aussi loin de la banquise ?» fit le pêcheur quand ils eurent fini. « Vous avez vu sa taille ?»« Un morse? Ça ?» s'exclama Tolfdir, hystérique. « Ce sont les ombres! C'est vous qui leur avez fait quitter les eaux et les rochers! Tout est de votre faute !» Il pointait un doigt accusateur sur le marin, ses yeux roulant follement dans leurs orbites. Garvet était toujours pâle comme la mort, et il ne répondit pas. Quant à Roivas, et pour la première fois depuis sa mission au pays du Lotus, il se sentait dépassé par les événements. Le passeur, le naufrage, sa présence en ce lieu maudit. Il avait l'impression d'avoir toutes les pièces d'un puzzle complexe sans pour autant être capable de les imbriquer de façon à entrevoir la vérité. Il ramassa la lampe que Garvet avait posée le temps de bloquer l'entrée. « Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire de plus, » dit-il, « si ce n'est d'attendre la fin de ce déluge. Je crois que nous avons tous besoin de nous calmer et de mettre en commun ce que chacun sait de ce phénomène. » Il rendit son gourdin à Tolfdir qui remonta à pas lents à l'étage, suivi de près par un pêcheur absorbé par une silencieuse introspection. Une fois sur le palier, le vieux gardien poursuivit son chemin en direction du réfectoire, mais Garvet fit mine d'aller dans les anciens quartiers des mariniers, là où se trouvait la jeune femme. Roivas posa une main abrupte sur l'épaule de l'homme
et lorsqu'il se retourna, le chevalier secoua la tête en signe de dénégation. « Allez manger un morceau, je vais aller voir cette fille. Et demandez donc au vieil homme de me verser une autre pinte. Nous allons avoir une discussion, tous les trois. » Le pêcheur grimaça un sourire qui n'augurait rien de bon avant de tourner les talons. Roivas le regarda s'éloigner, la démarche traînante et les mains dans les poches. Lorsqu'il disparut à l'angle du couloir, le chevalier se glissa dans la pièce et referma sans bruit la porte derrière lui. La jeune femme était toujours allongée sur le dos. L'impériale pensait la trouver encore inconsciente, mais elle tressaillit lorsqu'il s'assit à côté d'elle. Il posa la lanterne sur la table de chevet. Pour une prétendue sorcière, elle semblait bien jeune, et il devait admettre qu'elle ne manquait pas de charme. Sa façon de se vêtir avait quelque chose d'intrigant, de bestial, mais au moins ses vêtements se rapprochaient davantage des coutumes nordiques que ceux portés par Garvet et Tolfdir. Il s'étonna également à l'idée que le pêcheur puisse vouloir la tuer, ou au moins la maintenir prisonnière. Les clans du Septentrion témoignaient habituellement un profond respect pour leur chaman. Attaquer ou même insulter l'un d'eux était une faute grave qui provoquait au mieux la mort, et dans le pire des cas l'exil, puisqu'il n'existait rien de plus avilissant pour ce peuple fier et téméraire que de vivre dans la honte et le déshonneur. Il écarta une mèche de cheveux de la joue de la jeune femme, et elle ouvrit lentement les yeux en laissant échapper un faible grognement. La plaie ne saignait presque plus, mais il fallait la désinfecter au plus vite. En tant que soldat, Roivas avait vu beaucoup d'hommes mourir de ce qui n'avait semblé être qu'une blessure sans gravité. Il se souvenait d'un jeune nobliau sous ses ordres qui s'était raflé la main sur le moyeu d'une roue de chariot. La main avait doublé de volume avant de prendre une teinte violette, puis noire. L'odeur qui s'en dégageait alors était insoutenable. Le chirurgien affecté à la compagnie l'avait tranché, mais le garçon était mort, dévoré par la fièvre et perclus de douleur. Roivas attrapa la bouteille que lui avait remis le gardien, la déboucha, et il imbiba d'alcool la compresse qui lui parut la moins sale de toutes. En temps normal, il n'aurait même pas accepté de s'y essuyer les mains. Mais compte tenu de la situation, il n'y avait pas matière à faire le difficile. À situation désespérée, mesure désespérée. La jeune femme prit une brusque inspiration lorsqu'il se mit à tamponner sa tempe. Les saignements avaient été abondants, comme c'était majoritairement le cas pour toute coupure à la tête, mais son état ne paraissait pas préoccupant. Tant que Garvet se tiendrait loin d'elle, elle devrait rapidement s'en remettre. Roivas déchira quelques bandes de tissu dans un reste de drap trouvé là, et il se mit à lui panser la tête du mieux qu'il put, maintenant de sa main libre la nuque de la sorcière. Elle le dévisageait pendant tout le temps qu'il lui prodiguait des soins, ses étranges iris rappelant l'ambre braqué sur le visage de l'impériale. Elle paraissait le jauger, et malgré la douleur qu'elle devait ressentir, ses yeux ne laissaient transparaître qu'une forme de dureté. Lorsque Roivas eut terminé son ouvrage, elle essaya de parler. C'est quand même ironique. Ses propos étaient hachés et sa voix éraillée. Elle ferma brièvement les yeux, secouant imperceptiblement la tête. Puis elle passa sa langue sur ses lèvres. Le chevalier devina qu'elle devait avoir soif. « Je vais vous chercher de l'eau », dit-il en commençant à se redresser. Mais elle lui agrippa vivement l'avant-bras. Il fut surpris par la force de sa poigne, et il interrompit son geste en lui adressant un regard interrogateur. « Non, » souffla-t-elle, « il faut que je vous mette en garde. » Son regard se voila, et Roivas craignit qu'elle ne s'évanouisse à nouveau. Elle dut partager l'inquiétude du chevalier, car ses paroles se firent plus pressantes. La confrérie, la perle, ils ne doivent pas s'emparer de la perle. » « De quoi parlez-vous? Quelle confrérie? Est-ce qu'ils vous veulent du mal? Garvet en fait-il partie? Ils vous tueront, ils sont déjà là. »
et elle releva soudain la tête dans l'intention de regarder en direction de la porte, mais Royva s'était assis dans son champ de vision. Elle se laissa alors retomber en prenant une nouvelle inspiration, et tout à coup une vive douleur traversa le bras du chevalier. Baissant la tête, il vit qu'elle avait profondément planté ses ongles dans sa peau, et il se sentit presque aussitôt aspiré hors de son corps. Une myriade d'images se succédèrent à un rythme effréné dans son esprit, certaines lui évoquant des choses qu'il connaissait ou qu'il avait vues, d'autres lui étant totalement inconnues, comme si elles avaient été contemplées par d'autres yeux que les siens. Elles défilaient si rapidement qu'il ne put en saisir que quelques-unes. Puis ce fut comme s'il s'élevait dans les airs, au-dessus du lit sur lequel il se tenait. Il se vit assis, la tête rejetée en arrière, les yeux révulsés au point de n'être plus que deux orifices blancs contrastant avec son visage buriné. Le temps était comme suspendu, et il flottait, sans avoir le moindre contrôle sur ses déplacements. Une force invisible, la sorcière peut-être, lui fit traverser une salle figée, et il remarqua avec horreur que la porte était ouverte, et qu'au milieu de la pièce se tenait Garvet, accroupi, l'éclat d'une lame étincelant dans le creux de sa main. Son visage exprimait un bonheur sadique tandis qu'il s'apprêtait à poignarder l'impériale qui lui tournait le dos. Mais loin de s'arrêter là, Royva se sentit qu'on le poussait en avant, et son esprit fut précipité à travers les divers couloirs et pièces jusqu'au vestibule dont l'entrée avait été condamnée par ses soins. Là, son hôte lui fit traverser la porte que le pêcheur et lui-même avaient ignorée lors de leur arrivée dans la bâtisse, et il vit deux hommes debout près d'une imposante dalle de pierre. On y avait gravé une conque sur un fond de mer déchaîné, et l'un des deux individus brandissait une lourde masse au-dessus de sa tête, avec l'intention manifeste de fracasser l'obstacle. Son geste demeurait suspendu, et lorsque Royvas voulut exprimer son étonnement par des mots, il fut violemment aspiré en sens inverse. Il réintégra son corps aussi soudainement qu'il en avait été extrait, avec l'impression d'avoir été frappé par la foudre, et il se laissa basculer sur le côté, ébranlé par l'expérience, mais conscient que l'attaque de Garvel lui serait fatale s'il ne faisait rien. Il fit une roulade, la lame sifflant à un cheveu de sa nuque, et il venait de faire volte-face lorsque le pêcheur s'abattit sur lui. Le choc lui fit perdre l'équilibre, et il s'effondra au pied du lit. Son agresseur tomba en même temps que lui, et Royvas retint un hurlement en sentant l'acier froid de la dague s'enfoncer profondément dans son épaule gauche. Au même instant, un coup sourd s'éleva du rez-de-chaussée, et le bâtiment tout entier parut s'animer et trembler sur ses fondations. Garvet s'installa à califourchon sur la poitrine de l'impériale et referma ses mains autour de la gorge de sa victime en laissant échapper un rire sardonique. Royvas ramena son bras droit en arrière et lui décocha un coup de poing dans la mâchoire, puis un deuxième. Le marin poussa un glapissement de colère, accentua la pression sur la gorge du chevalier et lui cogna l'arrière du crâne contre le sol. Des taches noires envahirent brièvement le champ de vision de l'impériale qui commençait à suffoquer. Une nouvelle onde de choc secoua la structure du phare, allant jusqu'à couvrir les rumeurs de la tempête qui continuait à se déchaîner dehors. Royvas se débattait farouchement. Il pouvait sentir la chaleur du sang qui s'échappait de sa blessure, et elle s'infiltrait désagréablement dans les interstices de son pourpoint de cuir. Le liquide poisseux ruisselait jusque dans son cou. Ce misérable cutéreux qui se dressait triomphalement au-dessus de lui se voyait déjà vainqueur. Mais Royvas était plus fort que lui, il le savait. Il avait affronté une foule d'adversaires autrement plus dangereux que lui, et il n'avait jamais connu la défaite. Sa réputation de bretteur n'était plus à faire à Sainte-Fontaine, et nombreux étaient ceux à être tombés sous ses coups. Garvet n'était pas digne de l'affronter, il allait l'écraser comme tous les autres. Il allait effacer l'expression de satisfaction qui brillait dans le regard de cet homme. Un troisième coup sourd fit trembler le sol, et ce fut ce moment que Royvas choisit pour contre-attaquer, puisant dans la rage indicible qui s'était éveillée en lui.
refermant sa main sur celle qui l'étranglait, il parvint à les faire suffisamment glisser pour aspirer un filet d'air. Le pêcheur tenta de modifier sa prise, mais le sang qui s'écoulait sur la peau de son adversaire rendait sa tâche plus hasardeuse. Roivas leva sa main valide vers le visage de Garvey et enfonça son pouce dans l'œil du marin jusqu'à le crever. L'homme se mit à pousser un hurlement, à déchirer les tympans, relâchant par la même occasion son étreinte. Il plaqua ses mains ensanglantées sur ses yeux et Roivas en profita pour lancer encore une fois son poing en avant. Cette fois, Garvey fut déséquilibré et il tenta de se relever en titubant. Sans lui laisser le moindre répit, l'impérial lui plaça un violent coup de genou à l'aine et, à présent complètement dégagé, il referma la main sur la garde de la dague restée fichée dans son épaule et l'arracha d'un coup sec en lâchant une bordée d'injures. Il se releva aussi vite que sa blessure le lui permit et, pendant une fraction de seconde, la pièce dansa devant ses yeux. Mais il reprit bien vite pleine possession de ses moyens et il fit face à un Garvey qui dardait sur lui un œil furibond, un affreux rictus déformant encore ses lèvres. « Chien d'étranger, tu ne sais pas dans quoi t'as mis les pieds. Je vais en finir avec toi et je ferai donc ta carcasse sanguillonnante à notre maître. »« Je n'ai pas prévu de mourir ici, Garvey. Je vais découvrir ce qui se passe et je vais y mettre un terme. » La provocation fit mouche. Hurlant comme un damné, le marin se jeta sur le chevalier. Ils se colletèrent, mais Roivas trouva rapidement une ouverture et poignarda son adversaire à 2 reprises dans l'abdomen. Le pêcheur se pencha en avant en poussant un râle. Le chevalier lui assonna un coup d'épaule qui le fit reculer, la tête projetée en arrière, et attrapant son adversaire par les cheveux, il plongea la lame dans sa gorge palpitante jusqu'à la garde, lui sectionnant proprement la jugulaire. Garvey tomba à genoux, les bras ballants et son œil valide contemplant l'impérial avec surprise, des flots de sang jaillissant à intervalles réguliers de la plaie béante. Puis il s'effondra face contre terre et ne bougea plus. Roivas resta un moment immobile, une douleur cuisante traversant son épaule jusque dans son bras. Il serra les dents pour ne pas grogner ou geindre. Il était en vie, c'était tout ce qui importait. Il allait voir s'ajouter une énième cicatrice à une série déjà bien fournie. Levant les yeux, il découvrit un Tolfdir prostré dans le hall, contemplant le corps sans vie de Garvey. « C'est fini, fini. Ils l'ont fait. Tout est perdu maintenant. » Roivas s'approcha de la paillasse, mais la jeune femme avait sombré dans l'inconscience. Il la remercia intérieurement de l'avoir averti de la menace qui planait sur lui. Il se sentait encore déboussolé en repensant à la manière dont elle lui avait communiqué autant d'informations en ce qui avait dû être une fraction de seconde. Tire-t-elle ce pouvoir de la source, comme le font les exaltés ? Ou s'agit-il d'une forme de magie anthropique semblable à celle que manipule le vieux précepteur délicat Falgor? Il venait de se remémorer les derniers instants de sa vision. « Merde! Il faut que je m'occupe des types du rez-de-chaussée !» Plusieurs coups avaient ébranlé le phare durant son altercation avec son agresseur. Il en avait perdu le compte, mais il n'entendait plus rien désormais. Tout était calme. Même la pluie semblait avoir perdu en intensité. Il ne pouvait pas attendre que la sorcière se réveille pour partir à la poursuite des 2 inconnus. La jeune femme lui avait parlé d'une confrérie. Si Garvey en faisait partie et qu'il était effectivement à la recherche de cette perle, il fallait qu'il rattrape et qu'il stoppe les complices de ce dernier, et vite. Roivas récupéra la lampe à pétrole sur la petite table et s'agenouilla près du cadavre. Une vague de douleur lui traversa l'omoplate, mais il l'ignora. Il retourna le corps et lui fit rapidement les poches. Il trouva une petite besace faite d'un assemblage de peaux glissée dans sa ceinture. Elle devait appartenir à sa mystérieuse bienfaitrice, mais elle était maintenant tachée du sang de Garvey. Roivas décida de la conserver jusqu'à ce qu'il puisse la restituer à sa propriétaire.
Il brûlait d'envie d'y jeter un œil, mais il savait qu'il n'avait pas le temps pour cela. Reprenant sa fouille, il découvrit également une cagoule de cuir marin dégageant une odeur pestilentielle dans l'une des poches du pêcheur. Elle était dépourvue d'orifices pour le nez, mais des ouvertures avaient été découpées à la hauteur des yeux et de la bouche. Le chevalier frissonna lorsqu'il réalisa que l'aspect de ce masque macabre ressemblait à s'y méprendre au visage de la silhouette qu'il avait vue passer devant le phare un peu plus tôt dans la soirée. Il abandonna sa trouvaille à même le sol. Le mort ne semblait rien posséder d'autre qui vaille la peine d'être emporté, si ce n'était le fourreau de la dague que l'impérial récupéra et fixa à son baudrier. Le cœur étreint par une sombre prémonition, Roivas attrapa un reste de bandelette qu'il avait découpé pour panser la tête de la jeune femme, puis il quitta la pièce au pas de course, dépassant le vieillard toujours atterré. Il mesura le risque de laisser la sorcière livrée à elle-même, mais il estima qu'il n'avait pas à se méfier de Tolfdir. La vision semblait indiquer que la menace venait de Garvet et des 2 autres hommes. Quant au vieux gardien, il l'avait lui-même mis en garde contre la folie dont étaient victimes les habitants de Noirmarais, en plus de l'avoir envoyé au chevet de la sorcière lorsqu'elle en avait le plus besoin. De toute manière, il n'avait pas le choix. La poignée de la lampe coincée entre les dents, Roivas dévala les marches en jonglant avec les morceaux de tissu afin de poser une compresse de fortune sur sa plaie à vif. Une auréole rouge y apparut aussitôt. À mesure qu'il approchait de l'entrée du phare, Roivas crut entendre de la musique. Une musique étrange, primitive. Il s'arrêta, tendant l'oreille. Mais il ne distingua rien d'autre qu'un peu de vent et le rugissement des vagues s'écrasant sur les rochers. Il secoua la tête et reprit sa progression. Il se sentait encore plus mal à l'aise que lors de son précédent passage, lorsqu'il était encore accompagné de Garvet et de Tolfdir. Une peur viscérale s'éveillait en lui, qu'il ne parvenait pas à expliquer, pas plus qu'il ne parvenait à la refouler. Levant bien haut la lanterne, il se força à avancer. Lorsqu'il pénétra avec prudence dans le vestibule, il constata que l'entrée principale était toujours condamnée. Ce n'est peut-être pas la tempête qui l'a ouverte tout à l'heure, mais bien les 2 hommes, se dit-il. Cela explique la réticence dont Garvet a fait preuve lorsque Tolfdir a voulu vérifier d'où provenait le bruit. Ces types devaient déjà se trouver dans le bâtiment lorsque nous sommes descendus. Peut-être était-ce la silhouette de l'un d'eux que j'ai cru apercevoir depuis la fenêtre du réfectoire. Mais alors, qui ai-je vu dehors, au moment de refermer la porte? Je suis presque certain qu'ils cherchaient quelque chose sur l'île, quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé à l'extérieur et qui les a poussés à étendre leurs recherches ici, dans le phare. Bon sang, ce n'est pas comme ça que je me voyais finir ma quête, mais avec un peu de chance, tout est lié. Les pillards, Noirmarais, la confrérie. Tirant la dague de son fourreau, Roivas s'approcha sans bruit de la porte du vestibule qui était restée jusqu'alors close. S'attendant à surprendre au moins l'un des 2 hommes, il exerça une brusque poussée sur le panneau de bois et se précipita en avant, prêt à en découdre. Il n'y avait pas âme qui vive, mais il s'agissait bien de la pièce qu'il avait vue en songe. Elle n'était meublée que d'une chaise, d'un secrétaire encombré et de plusieurs meubles bas et étagères murales sur lesquelles étaient éparpillés de nombreux parchemins, ainsi que des ouvrages reliés en cuir. Dans une alcôve presque invisible dans l'obscurité, le chevalier aperçut un trou béant dans le mur à l'endroit où se trouvait auparavant la dalle de pierre. Il crut encore entendre cette sourde mélopée, et elle semblait provenir de ce passage. Parmi les gravats qui jonchaient le sol, il retrouva la masse dont s'étaient servis les intrus pour abattre l'obstacle. Si Roivas voulait rattraper les 2 hommes, il allait devoir se faufiler à son tour sous les fondations du phare. Rengainant son arme, il attacha la lanterne à sa ceinture et ramassa le lourd maillet, avant de se glisser dans le petit passage, le cœur battant.